Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, Notre-Dame-des-Landes, l'évacuation a commencé avec des affrontements entre gendarmes et zadistes. Un gendarme blessé à l'œil et une première garde à vue selon les informations d'Europe 1. À la SNCF, la grève reste très suivie, mais moins que la semaine dernière, un TER sur 3, alors que la réforme arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À 8h15, le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, invité d'Europe Matin. À suivre également, après l'attaque chimique en Syrie, Trump et Macron d'accord pour une réponse forte et commune. La prise de parole d'Emmanuel Macron jeudi dans une commune qui a voté Le Pen à 45%. Et puis aéroport encore avec un nouvel aérogare inauguré cette semaine à Orly, nous dira Nicolas Barré. À Notre-Dame-des-Landes, on ne peut pas parler d'effet de surprise. 3 mois après l'abandon du projet d'aéroport, le gouvernement avait prévenu, les zadistes s'étaient préparés et les forces de l'ordre avaient pris position tout le week-end. François Coulon, vous êtes en direct de Notre-Dame-des-Landes. Des affrontements plutôt violents opposent en ce moment zadistes et forces de l'ordre. Effectivement, Patrick, je viens de voir passer à l'instant un camion de pompiers, gyrophare allumé, escorté par les forces de l'ordre. Un gendarme mobile a été blessé à l'œil par un projectile au lieu dit les fosses noires. Il va être hospitalisé. D'après nos informations, un zadiste vient d'être placé en garde à vue. Alors la violence est clairement montée d'un cran sur la ZAD alors qu'on débutait à 6h ce matin les opérations d'expulsion et de destruction de squats. Grenades lacrymogènes et grenades assourdissantes en réponse à des tirs d'objets divers le long de la fameuse route des chicanes. Geneviève a 70 ans et des velléités de résistance. On ne va pas gagner militairement contre des tanks, on va s'y opposer de toutes les manières qui nous seront possibles. De là à dire qu'on fera le coup de poing dans les boucliers des CRS ou qu'on se couchera sous les chenilles des chars, on ne pourrait pas dire ça. Vous craignez ce qui va se passer ? Évidemment qu'on a peur. Il faudrait vraiment être très très bête, très prétentieux pour ne pas avoir peur. Alors 200 gendarmes d'élite sont en train de filmer l'intervention aux côtés des 2500 gendarmes mobiles. Les tractopelles sont en pleine action. On parle ici de frappes ciblées contre une centaine de zadistes les plus radicaux qui refusent de rentrer dans la légalité. Les autorités espèrent les chasser définitivement en détruisant leur logement. Les renforts qu'ils espéraient pour se défendre sont ce matin bien minces. François Coulon, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Notre-Dame-des-Landes en direct. Déploiement exceptionnel, vous l'avez dit François, 2500 gendarmes mobilisés, 25 escadrons de gendarmes mobiles pour évacuer par la force environ une centaine d'irréductibles. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, supervise les opérations. Il s'en est expliqué ce matin en exclusivité sur Europe 1. On pense qu'on a environ une quarantaine d'édifices, donc peut-être une centaine de personnes. Nous allons détruire ces édifices et puis nous maintiendrons, tant qu'il sera nécessaire, des forces de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de nouvelles occupations. Des arrestations éventuellement, les occupants illégaux sont systématiquement déférés à la justice ou pas ? Non. Si les gens quittent leur domicile, ils sont libres de vaquer à leurs occupations, sauf ceux qui évidemment passeraient à des actes de rébellion. Ce qui est le cas apparemment ce matin, puisqu'il y a des affrontements, des occupants de la ZAD qui résistent. Gérard Collomb, quelles sont vos informations ? Nous savons qu'il y a parmi les zadistes un certain nombre de gens qui sont assez violents et donc nous avons engagé des moyens conséquents. On a donné des consignes de retenue parce que nous voulons que les choses se passent bien. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ce matin sur Europe 1. Autre point de tension, l'université de Lille où des examens sont prévus ce matin, 3 jours après une intervention des forces de l'ordre pour dégager l'accès au campus. Des enseignants ont appelé à la grève en plus des étudiants grévistes. À la SNCF, la mobilisation des conducteurs est toujours aussi forte, 3/4 de grévistes, mais celle des autres métiers faiblit quelque peu, ce qui fait que le trafic est moins perturbé que la semaine dernière. Un TER et Transilien sur 3 sont prévus au lieu de 1 sur 5 mardi et mercredi dernier. Un conflit dans l'impasse, rien n'a bougé publiquement depuis vendredi. On va y revenir dans quelques minutes avec notre invité Philippe Martinez. Et en attendant, des cheminots grévistes s'organisent pour tenir. Aude Vernuccio. Il assure qu'il fera grève chaque jour de mobilisation. Dès le 22 mars dernier, David manifestait dans la rue. Ce chef de manœuvre a prévenu sa femme. Ils devront certainement renoncer à leurs prochaines vacances. Quand on fait grève, oui, on se prépare à avoir des fins de mois difficiles. Je préfère me priver 1 an de vacances, entre guillemets,
plutôt que de me priver toute ma vie. Le côté financier, j'y pense bien sûr. Je suis comme tout le monde, je mange pas de la soupe aux cailloux, mais je préfère perdre peut-être 2-3 mois de salaire plutôt que de perdre 15, 20 ou 30 ans de ma vie derrière. Et face à l'inquiétude des cheminots, des caisses de grève se mettent en place, comme à Sudrail. Des intellectuels et des artistes engagés ont aussi lancé une cagnotte solidaire sur Internet. Parmi les donateurs, l'écrivain Laurent Binet ou encore le réalisateur Robert Guédiguian. Je ne vois pas pourquoi il y a une insistance dingue à changer ce statut. Ça dit, nous ne voulons pas de fonction publique dans certains secteurs. Voilà. Donc je leur demande de le tenir et je me dis qu'il faut les soutenir et financièrement et dans leurs idées. C'est de notre avenir commun qu'il s'agit. Les syndicats comptent d'ailleurs prendre contact avec les organisateurs de cette cagnotte. Ces dons pourraient servir à payer les repas du midi de chaque gréviste, confie un responsable syndical. Aude Vernuccio, face à cette situation bloquée, Emmanuel Macron a donc décidé de descendre dans l'arène. Il répondra jeudi à 13h sur TF1 aux questions de Jean-Pierre Pernaut depuis l'école de Berduy, commune de 1000 habitants dans l'Orne, près de Nogent-le-Rotrou, ville qui avait voté au printemps dernier Marine Le Pen à 30% au premier tour et 45% au second. Reportage à Berduy, Adrien Beck. Entre sa salle polyvalente flambant neuf, ses commerces qui résistent, Berduy est un peu un village modèle, sans compter son école primaire connectée, équipée de tableaux numériques et même de robots. C'est ce qui a séduit l'Élysée et TF1 pour le plus grand bonheur de la maire centriste Brigitte Luypart. C'est formidable pour notre commune, je dirais que c'est extraordinaire. Puis les Français attendent que le président de la République communique. Ils sont demandeurs aussi. C'est tout l'inverse, répondent ses habitants, boule de pétanque en main. Et c'est pour moi qui irai le voir. On n'en a rien à battre. Qui reste à l'Élysée, on lui a pas demandé de venir. Nous. De toute façon, en plus, moi j'ai pas voté pour lui. J'ai voté extrême droite. Donc. Christiane, retraitée, a voté Macron à la présidentielle. Mais plus question, dit-elle, de se laisser berner. Vous croyez que je ne le regarde pas à la télé? Mais pour moi, ça me fait rigoler. Passe bien de la pommade, va. Puis derrière, fioc. Vous voyez, la CG, ça nous est tombé dessus. C'était pas prévu, ça. Il n'empêche, Christiane le concède, elle sera bien devant son poste de télé jeudi à 13h. Mais pour Jean-Pierre Pernaut. Berduy, Adrien Beck, Europe 1. Emmanuel Macron qui sera reçu ce soir au Collège des Bernardins à Paris par la Conférence des évêques de France. Une première pour un président de la République. Europe 1. Il est 8h08, la suite du journal avec Patrick Cohen. Un coup de fil cette nuit entre Emmanuel Macron et Donald Trump à propos des attaques chimiques de samedi sur la ville rebelle de Douma en Syrie. Attaques qui ont fait une 50aine de morts d'après les casques blancs et près de 500 blessés. Ils ont convenu d'une réponse forte et commune. Et juste après, on a appris que les missiles avaient frappé un aéroport militaire syrien. Gwendoline de Bono, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Syrie. Sait-on d'où peut venir l'attaque? Oui, les Syriens ont annoncé les frappes sur cette base en soupçonnant, je cite, une attaque américaine. Puis très vite, Washington a démenti mener des frappes aériennes. La France, elle ne dit rien. Et les médias officiels syriens commencent à accuser Israël d'avoir mené l'attaque de cette nuit dans le centre de la Syrie. Il faut dire que l'armée israélienne connaît bien la base militaire en question. Ce n'est pas la première fois qu'elle est bombardée. En février dernier, la chasse israélienne l'avait déjà ciblée. C'était juste après qu'un drone iranien ait pénétré sur 30 km en territoire israélien. Eh bien, ce drone iranien, il avait décollé de cette même base T4. Selon une source diplomatique, cette base, elle est tenue par les forces Al-Quds, les unités d'élite iraniennes. Des Iraniens ont d'ailleurs été tués dans l'attaque de cette nuit. Alors, si les Américains démentent avoir frappé cette nuit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres actions militaires. Donald Trump et Emmanuel Macron ont appelé à une réponse forte et commune à l'attaque chimique de la Ghouta. Réponse qui sera sans aucun doute discutée à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se tenir cet après-midi. Gwendoline de Bono en Syrie pour Europe 1. À l'instant, démenti du ministère de la Défense, l'armée française n'a pas bombardé la base du régime cette nuit. À l'étranger encore, écrasante victoire électorale de Viktor Orban qui obtient 4 ans de plus aux commandes de la Hongrie. Son parti obtient près de 49% des voix. Europe 1, il est 8h09. Aéroport encore en France, alors que le gouvernement vient donc de commencer l'évacuation des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Nicolas Barré, un projet de taille équivalente est en train de voir le jour à Orly. Oui, c'est en effet un projet gigantesque qui va commencer à entrer en service dès cette semaine. Il consiste à relier Orly-Sud, inauguré en 1961 par le général de Gaulle, et Orly-Ouest, pour ne former bientôt qu'un seul aérogare. Ça va permettre d'augmenter la capacité de l'aéroport d'Orly d'un tiers, soit l'équivalent d'un Notre-Dame-des-Landes. Une première salle d'embarquement sera inaugurée cette semaine. Le projet sera complètement terminé dans un an et il va radicalement changer Orly. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura plus de vols
vols au départ de cet aéroport. Bien, aujourd'hui, le nombre de vols à Orly est bloqué à 250 000 par an en vertu d'un accord avec les riverains. Théoriquement, on pourrait aller jusqu'à 400 000 vols, soit 68 par heure. La décision, en fait, est politique et environnementale. Vu l'expérience de Notre-Dame-des-Landes, il est peu probable que le gouvernement prenne ce risque. En revanche, sans augmenter le nombre de vols, on peut faire voler plus d'avions plus gros. Et c'est ce qui explique que la fréquentation d'Orly augmente et continuera d'augmenter dans les années à venir. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. En cyclisme, les messages de condoléances se multiplient ce matin après l'annonce hier soir de la mort de Michael Goulertz, ce jeune coureur belge de 23 ans, victime d'un arrêt cardiaque en plein Paris-Roubaix. Ce qui a provoqué sa chute, explique son équipe. C'est le deuxième cas en 2 ans. Un appel à candidature maintenant, celui de la maison de santé de Nozeroy dans le Jura, en plein désert médical, qui recherche un nouveau généraliste. Les annonces traditionnelles n'ont rien donné, alors les salariés ont eu l'idée d'un clip vidéo sur le mode de l'humour. Benjamin Lévesque. Ils ont repris les codes de la série Bref, une petite vidéo de quelques minutes diffusée sur Canal+, où le héros, chauve et barbu, parle très vite pour raconter sa vie. J'ai pris un café, j'ai vu Madame Martin en salle d'attente. Elle, c'est la patiente en avance. C'est comme ça que les soignants ont trouvé un moyen original de présenter l'ensemble du personnel. La team de blondes à côté, c'est Aurore et Pauline, les kinés. Elle, c'est Sarah, la psychologue, discrète et médiatrice. Lui, c'est Basile, le dentiste, mais surtout le beau gosse de la bande. Sur le même ton, on découvre aussi le quotidien du futur médecin dans l'établissement. Madame Martin a commencé à me parler de ses soucis de santé, et quelques patients se sont suivis. Une femme enceinte est venue pour passer une échographie, et un homme a consulté pour un gros rhume. Et sur la vidéo, on aperçoit le docteur Lise-Marie Deschamps, qui a ses propres arguments. Nozeroy, c'est pas très connu, ça parle à personne, mais que si on arrive à montrer que notre coin, il peut être agréable, il y a de la neige en hiver, les paysages ils sont magnifiques, on fait du ski de fond, l'été, il y a des lacs pas très loin, c'est agréable. Peut-être que ça peut attirer du monde. Et ça attire puisque la vidéo a été vue plus de 40 000 fois sur Internet en 4 jours et la maison de santé a déjà reçu plusieurs candidatures. Europe 1.